Les podcasts du Figaro. Regardez au loin la ligne de montagne. En choisir le point le plus culminant et se dire « il faut que je l'atteigne ». Cela semble insensé. D'autant plus si tous ceux qui s'y sont aventurés y ont perdu la vie. Mais c'est aussi ça, le pouvoir hypnotique de la montagne. Vous faire tenter l'impossible. Au siècle dernier, différents pays se disputent la conquête de l'Eiger, un sommet des Alpes suisses. 4 jeunes hommes, hypnotisés par la montagne et poussés par leur orgueil nationaliste, vont alors tout tenter pour le conquérir. Mais jusqu'à quel prix ? Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 3. Les fanatiques de l'Eiger. Kleine Scheidegg, vallée de l'Eiger, 1936. La terrasse de l'hôtel Bellevue a rarement connu une telle agitation. La foule s'empresse autour des longues vues panoramiques. Sur la façade de l'hôtel, quelques fenêtres s'ouvrent à l'est et des visages impatients apparaissent, collés à leurs jumelles de laiton. Tous les regards sont figés dans la même direction. Les cous tordus, les bouches bées. Des femmes en robes fleuries écarquillent les yeux. Des messieurs se placent ici et là pour expliquer aux femmes quelques techniques alpines qu'ils n'ont pas. Tous veulent être les premiers témoins d'une conquête mémorable. Le combat des alpinistes se déroule sous leurs yeux, là, quelque part dans la brume. Soudain, 4 silhouettes apparaissent, arrimées à la falaise. « Les voilà !» crie-t-on dans toutes les langues. Ici Baker. J'apporte des informations capitales de Kleine Scheidegg. Ce matin, le 18 juillet 1936 à 6h, 4 alpinistes se sont élancés sur la face nord de l'Eiger. Ce sont les Allemands Toni Kurz et Andreas Hinterstoisser et les Autrichiens Edi Rainer et Willi Angerer. Il semble que les deux cordées aient uni leurs forces dans un grand geste de fraternité germanique. Ce soir à 18h, ils ont atteint l'altitude de 3200 mètres. Si les conditions météorologiques restent favorables, ils devraient dépasser demain le point le plus haut atteint par nos malheureux compatriotes Sedmayer et Meringer en 1935. Nous espérons voir les 4 prétendants triompher demain, le 20 juillet. Demain, le premier quotidien du Reich répandra dans les rues de Berlin la grande nouvelle. Les Allemands vont conquérir l'Eiger. L'Eiger, c'est le premier rempart des Alpes bernoises, haute de 3900 mètres d'altitude. Sa face nord se dresse en 1600 mètres de roches noires au-dessus des alpages. Les locaux l'ont surnommé l'ogre, car son ombre dévore les plaines grasses de l'Oberland. Ses torrents argentés, ses chalets colorés. Pourtant, on a bien tenté de dompter l'ogre. Au début du XXe siècle, des ingénieurs suisses l'ont transpercé de part en part pour faire passer le chemin de fer de la Jungfrau. À 2800 mètres d'altitude, ils ont creusé une grande cavité et y ont installé la gare d'Eigerwand. Mais la face nord est restée inviolée. L'ogre a englouti tous ceux qui ont tenté de la gravir. Elle est ainsi devenue un des derniers problèmes des Alpes, aux côtés des faces nord des Grandes Jorasses et du Cervin, réputés infranchissables. Une fois de plus, tes talents d'acrobate nous ont sauvé la mise. Au Bellevue, ils ont dû en faire une tête quand j'étais au balancier. Nous leur avons offert un beau numéro d'acrobatie. Derrière les Allemands Kurz et Hinterstoisser, les 2 Autrichiens montent péniblement. Rainer émerge le premier, suivi peu après de Ungerer. Les 4 alpinistes se retrouvent pour une pause méritée, encore saisis de l'audace dont Hinterstoisser vient de faire preuve. Après une fissure verglacée, les compagnons s'étaient heurtés à une falaise réputée infranchissable. Leur idée était de la contourner par la gauche, mais le rocher devenait de plus en plus lisse, comme un calcaire propre,
polis par l'eau ruisselant toute la journée. La surface complètement glabre les condamnait à faire demi-tour. C'est là qu'Interstoicer avait eu une idée de génie. Réaliser un pendule humain. Kurtz et Interstoicer avaient alors planté solidement 2 pitons au-dessus de leur position pour y fixer la corde de secours. Arrimé à l'une de ses extrémités, Interstoicer s'était laissé descendre jusqu'à se retrouver pendu dans le vide. Prenant toujours plus d'élan, il avait lancé son corps de gauche à droite pour commencer un travail de pendule. Kurtz était mort d'inquiétude, les yeux fermés, priant pour que les pitons ne cèdent pas sous le poids de son ami. Interstoicer avait accentué le rythme et s'était mis à marcher, puis à courir sur la dalle. Les dimensions s'inversaient. Grâce à la corde, la paroi verticale devenait un sol horizontal, où le Bavarois effectuait des bonds enthousiastes. Il finit enfin par atteindre l'autre extrémité de la traversée, fixant sa corde sous les hurrahs des camarades, pour leur offrir un itinéraire sécurisé. Fiers comme des papes, les 3 hommes renomment le passage « Traversée Interstoicer ». Ils se voient déjà raconter l'exploit aux journaux. Désormais, plus rien ne peut se dresser entre eux et le sommet. Le triomphe est proche. Il n'y aura ni capitulation, ni retraite. Interstoicer est exalté, sûr de lui. Il retire la corde du passage. De toute façon, l'ogre semble docile. Mais dans le névé qui succède à la traversée Interstoicer, les alpinistes deviennent graves. La poudreuse cache une glace qui exige un cramponnage long et fastidieux. Mais surtout, la neige est sale, criblée par les chutes de pierre. En ce début d'été, la roche s'effondre. Kurtz et Interstoicer profitent d'un moment d'accalmie pour s'engager sur la pente qui le remonte au plus vite. Soudain, un grondement sourd pénètre le silence de la montagne et une pétarade violente crépite sur la face. Les pierres arrivent. Ungerer hurle à Rainer de presser le pas. Quelques graviers sifflent d'abord à leurs oreilles, puis des blocs de la taille d'un poing dévalent la paroi à toute allure. L'un d'eux percute violemment l'épaule d'Ungerer qui est emporté sur le coup. Rainer réagit immédiatement et se couche sur son piolet pour freiner la chute. Ungerer s'arrête net. Les 2 hommes attendent terrorisés la fin de l'exécution. Enfin, le silence revient. Les Autrichiens se relèvent hébétés. Ungerer est touché à la tête, un filet de sang empourpre ses cheveux blonds. Ils rejoignent tant bien que mal Kurtz et Interstoicer, réfugiés sous un surplomb. Après les premiers soins d'urgence, les 2 cordées s'élèvent dans les rochers, à la recherche d'un lieu couvert pour dresser le bivouac. Ungerer est sérieusement touché à la tête. Une douleur le lance également dans l'épaule et se prolonge jusqu'à l'extrémité de ses doigts qui le remuent péniblement. Bien qu'il ait recouvré ses esprits, tous redoutent que le choc n'ait causé des lésions plus graves. Les ténèbres s'immiscent lentement dans chaque relief. Les brumes du crépuscule s'épaississent. Le gel revient, l'ogre s'endort. Le lendemain matin, la terrasse du Bellevue est de nouveau le théâtre d'une agitation frénétique. Depuis le petit matin, tous ont les yeux rivés sur l'Eiger, à la recherche des 4 points perdus dans l'immensité minérale. De nouveaux bataillons de journalistes ont débarqué à la gare ferroviaire. Ils guettent chaque indice qui pourrait éclairer la progression des alpinistes, tout en rédigeant leurs papiers sur des coins de table. Soudain, un éperon crève le linceul brumeux au milieu de la face. Le voile ténu se déchire de haut en bas et laisse apparaître la peau sombre de l'ogre. Les spectateurs de la terrasse s'emparent des paires de jumelles éparpillées sur les tables. Après quelques secondes d'attente nerveuse, le cri d'un jeune homme retentit. Ils sont au sommet du second névé. Les silhouettes évoluent lentement dans un couloir raide.
en 2 cordées séparées d'une trentaine de mètres. Les 2 Allemands, qui ont grimpé en tête toute la journée, ont établi à la hâte un bivouac pour une 2e nuit sur la face. Il n'est pas question de continuer par ce temps. Et personne ne veut rejoindre le bivouac de la mort, situé quelques longueurs au-dessus d'eux. C'est là où reposent les cadavres de Mehringer et Sedmayer, morts d'avoir essayé de dompter l'ogre. De toute manière, Ungerer ne peut grimper davantage. Son état empire d'heure en heure, il a perdu l'usage d'un bras. Des vertiges l'ont plusieurs fois déséquilibré et ont bien failli les précipiter, lui et Rainer, dans la gueule de l'ogre. Laissez-moi ici, je suis un poids pour vous. Si vous m'attendez, vous n'en sortirez jamais vivant. Non, Ungerer. Nous monterons coûte que coûte, pour la gloire du Reich. Il faut descendre. Je vote pour descendre. Nous ne pourrons hisser Ungerer plus haut. Et de sérieux passages de Varap nous attendent au-dessus des névés. Et puis, avec ce temps, pour rester unis, il faut redescendre. Descendons demain, à la première heure. Je suis le poids de votre équipe. Je me plierai à votre décision. Rainer mord dans le coin de sa veste givrée. L'Autrichien est prostré comme une bête aux abois. La montagne a eu raison de lui. Une honte infinie l'envahit. La fuite lui est intolérable. Elle l'humiliera devant les citadins du Bellevue, devant ses camarades des SA et dans tous les quotidiens du Reich. Mais il se résigne. Nous descendrons et sauverons Ungerer. Mais nous monterons au sommet de l'épaule demain pour détacher les corps de Mehringer et Seldenmeyer et les rendre à notre nation. Kurt s'accroche avec peine au rocher qui dépasse de la poudreuse. La neige tombe en continu depuis le matin et l'itinéraire tout entier a disparu sous l'habit blanc de la face. Avec de grandes difficultés, ils parviennent enfin jusqu'en bas du premier névé et entament l'épaule qui surplombe la traversée Interstoisser. À l'arrière, Ungerer gémit continuellement et sombre dans un délire éveillé. Plusieurs fois, les 3 alpinistes le descendent à la force de leurs bras, au bout d'une corde, car il n'est plus capable de tenir debout. Après 4 heures d'efforts continus, les 2 cordés parviennent enfin à franchir les quelques mètres de rocher, dans les lamentations du blessé et les mugissements du vent. Déjà, l'obscurité se fait plus pesante. La face referme progressivement son étreinte lugubre. Il faut à tout prix que les Allemands effectuent la traversée avant la nuit. Kurt évolue difficilement en direction de la dalle de calcaire. Il découvre qu'elle a complètement changé d'aspect. Le rocher précédemment poli est désormais recouvert d'une fine couche de glace. En 2 jours de mauvais temps, les températures sont fortement descendues et toute la face s'est figée en un grand bloc inerte. L'Allemand comprend la tragédie échafaudée par l'ogre dans leur dos. En retirant la corde de la traversée l'avant-veille, ils ont verrouillé le passage et ont jeté la clé dans l'abîme. Le piège épouvantable se révèle à leurs yeux. La retraite est coupée. Dévastés par la nouvelle, les alpinistes se résignent à passer une 3e nuit dans la tempête. Cependant, ils décident de tenter une descente en ligne droite dès le lendemain. Un itinéraire dangereux, martelé par les chutes de pierre et les avalanches de poudreuse. Mardi 21 juillet, le temps n'a pas changé. Les rafales de vent redoublent de violence. Les avalanches ont remplacé les chutes de pierre et retentissent par froissements terrifiants. Après plusieurs longueurs, Rainer s'arrête soudainement. Pétrifié au-dessus du vide, il croit entendre un cri dans la tempête. Tout le monde tend l'oreille. Oui, c'est bien un cri humain. Le gardien de la station d'Eigerwand les appelle depuis le balcon percé dans la paroi. Ils répondent par un hurlement joyeux. Ils ne pensaient pas l'ouverture si proche. Dès lors, le groupe retrouve de l'entrain.
le calvaire prend fin. Dans quelques heures, on écoutera le poêle de la station ronronner et on goûtera un thé chaud en attendant le premier train pour Kleine Scheidegg. Kurt se jubile. Il serre Interstoicer dans ses bras et rit aux éclats. Ils ne sentent plus le froid mordant, les vestes trempées, les doigts gelés. Tout de suite, le poste de Grindelwald se mobilise. En quelques heures, 3 guides se portent volontaires pour sauver les malheureux. L'un d'entre eux s'avance avec précaution sur la vire enneigée. Les conditions sont effroyables. À travers les verres fumés de ses lunettes d'aviateur, il s'efforce de distinguer sur la paroi une forme évoquant un alpiniste. « À l'aide! Je suis là !» Le guide lève la tête et aperçoit une silhouette accrochée au rocher, une centaine de mètres au-dessus d'eux. « Oh là, mon ami! Nous sommes venus te chercher. Où sont les autres? » « Seul! Je suis seul, tous morts. Interstoicer, emporté par une avalanche. Angerer tombé, il s'est étouffé dans les cordes. Rainer est là-haut. Il ne bouge plus, il a gelé. » Un frisson de terreur parcourt les guides. « Nous allons te sortir de là. Nous montons vers toi !» « Impossible! Il faut contourner, remonter et venir du dessus. » Les guides regardent l'itinéraire indiqué. Le rocher noir s'élève en palissade lisse, plaqué d'une vitre glacée, flagellé par les rafales. La fin du jour lui donne une dimension fantastique. C'est un temple maudit. C'est impraticable. Et nous manquons de matériel. Nous reviendrons demain. Peux-tu tenir? Il cherche à rassurer l'Allemand, tout en sachant qu'il demande l'impossible. Les guides font demi-tour, et tandis qu'ils poussent la lourde porte du balcon, ils entendent le gémissement du malheureux, que le vent chuchote à leurs oreilles. Le lendemain, sur la vire qui prolonge le balcon d'Eigerwand, les pas concentrés des guides froissent le linceul blanc. Le vent est tombé. L'aurore jette ses pâleurs sur l'immensité poudrée. Les guides aperçoivent alors le corps suspendu de Kurtz. Une masse inerte, prolongée de stalactites qui pendent sous les pointes de ses crampons. Plusieurs appels sortent l'homme de sa torpeur. Il se redresse et leur jette un regard éteint. Son bras gauche est raide, gelé par la perte d'une moufle pendant la nuit. La main noircie a pris la couleur du rocher. « Tony, nous ne pouvons venir du dessus. L'itinéraire est impraticable. Nous allons nous approcher en dessous, du mieux que l'on pourra. Toi, tu vas t'efforcer de récupérer une corde pour nous descendre un filin, auquel nous attacherons une corde plus longue. En la remontant, tu auras de quoi installer un rappel et venir jusqu'à nous. » L'Allemand s'exécute en silence, tandis que les guides évoluent difficilement dans sa direction. Pendant près de 3 heures, l'homme muet travaille de sa seule main valide et mord les brins gelés pour les tirer. Enfin, les guides voient descendre un filin le long du surplomb. Ils y accrochent quelques pitons et l'extrémité de 2 cordes nouées l'une à l'autre. Kurt fixe la nouvelle corde et noue le rappel dans son mousqueton. Puis, toujours silencieux, il entame lentement la descente. « Nous sommes là, Tony. Descends encore un peu. » Mais l'homme s'arrête. Il est parvenu à l'intersection des 2 cordes. Les sauveteurs voient l'Allemand faire des soubresauts. Le nœud s'est coincé dans son mousqueton. Il tente de faire coulisser la corde de son seul bras valide. Il se démène, redresse tout son corps, se tord dans le vide. Mais rien n'y fait. La corde est coincée. Comme un dément, Kurt essaye de mordre le nœud, se laisse retomber dessus, espérant jouer de son poids, frappe le système de sa main noire de gel. Mais l'homme reste suspendu. Les gestes de Tony Kurt se font plus lents. Ses dernières forces le quittent, à quelques mètres des secouristes. Doucement, son corps se détend.
chaque muscle se relâche. Kurt s'affaisse dans le vide dans un long soupir. Un silence macabre règne sur la terrasse du Bellevue. Les visages sont blêmes. À l'aurore, la foule a découvert les 3 corps accrochés sur la face. La statue, le suspendu et le ligoté. Aucune trace du 4e, emporté dans l'abîme pendant la tempête. Personne n'ose rompre le silence. En voyant le pendu cesser tout mouvement, chacun est retourné dans l'hôtel. Dehors, seuls les journalistes finissent de gratter quelques mots, puis retournent au combiné, pleins de lassitude. De jeunes garçons, taillés par les rudesses de la montagne, restent droits devant la face qu'ils toisent du regard. Ils honorent les morts et lancent un défi à l'ogre. Tôt ou tard, les Allemands reviendront pour venger leurs compatriotes et dompteront le monstre. C'était Les fanatiques de l'Eiger, un récit adapté de l'ouvrage La montagne se souvient de Mailleul et Aubin-Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Tout de suite, retrouvons Mailleul et Aubin qui nous racontent les coulisses de cette aventure. Bonjour Aubin. Bonjour Mailleul. Tu es le co-auteur du livre La montagne se souvient, édité au Rocher, et dont le récit que nous venons d'entendre est tiré. Aubin, que peut-on dire de la volonté allemande de la conquête des sommets dans les années 30 ? Alors, il y a une véritable tradition autrichienne et allemande d'alpinisme, même avant les années 30, alors qui est moins connue en raison du fait, tout d'abord, cette tradition, elle est beaucoup plus dans l'escalade que dans l'alpinisme glaciaire, et puis évidemment, elle se situe dans la partie orientale des Alpes. La partie occidentale et centrale, elle est dominée par la performance des aristocrates anglais, notamment à cette époque, qui comptabilisent d'ailleurs la majeure partie des premières ascensions sur les 4000 mètres. Et puis évidemment, dans les années 30, il y a un contexte très particulier en Allemagne, notamment du fait de la situation politique. Dans le sens où depuis l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, le sport est devenu un véritable instrument politique du nazisme, un moyen de propagande. Les réussites sportives permettent notamment de légitimer l'idéologie, et notamment cette fameuse soi-disant supériorité de la race aryenne. Oui, c'est l'exaltation du corps, celle d'un homme nouveau, supérieur. Exactement. D'ailleurs, en 1936, l'Allemagne organise les Jeux olympiques, dont l'édition devient une vaste opération de communication pour le Troisième Reich. Oui, en effet. Et puis, l'alpinisme allemand et autrichien n'est pas du tout épargné par cette politisation. En particulier, notamment tous les clubs alpins des 2 pays qui ont subi, même avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, une véritable épuration de leurs membres juifs et dont les instances sont souvent confiées à des dignitaires nazis. D'ailleurs, Hitler lui-même suit de très près ses exploits, il en est passionné, il suit les alpinistes allemands et autrichiens et il encourage la jeunesse, notamment les membres des différentes sections de jeunesse du parti, à suivre leur exemple. Tous ces alpinistes deviennent des véritables exemples pour la jeunesse allemande. Et puis, bien sûr, il y a l'Eiger. Mais alors, pourquoi l'Eiger fascine autant ? Qu'est-ce qui fait que cette montagne fascine ? Alors, c'est pas véritablement la montagne de l'Eiger qui fascine. Certes, c'est une haute montagne, elle culmine un peu en dessous des 4000 mètres, mais elle n'est pas non plus inaccessible, notamment sur ses versants ouest. Et puis, elle a été vaincue au milieu du 19e siècle très tôt par une cordée irlandaise et suisse. Mais ce qui fait vraiment sa particularité, finalement, c'est sa face nord. La face nord de l'Eiger, pour la situer, c'est 1650 mètres de dénivelé. C'est une immense falaise, complètement verticale, couverte de glace, de névé, avec un rocher très changeant, parfois même friable. Et puis, bien sûr, des chutes de pierre permanentes, des chutes de glace également. Si l'Eiger fascine, finalement, c'est avant tout parce qu'il y a la face nord. Ce qui est étonnant aussi, c'est que directement en dessous de la face, ce qui est quand même très très rare, il y a des habitations. Au-delà de cette face nord, comme tu dis, c'est très surprenant. C'est vraiment ce contraste qui existe entre l'enfer véritablement de la face nord et puis tous ces alpages très verts des Alpes bernoises que la face nord surplombe directement.
Et puis non loin de là, on trouve le col de la Petite Scheidegg, où se situe une gare ferroviaire, le chemin de fer de la Jungfrau. C'est un lieu véritablement touristique qui attire beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens en villégiature, avec différents hôtels qui viennent prendre l'air de la montagne. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout cet espace, cette face nord, ces alpages, la station de la Petite Scheidegg, tout cela forme un véritable théâtre, propice au drame et aux plus grands exploits. On voit véritablement donc ces journalistes, ces touristes, depuis les hôtels de la station ferroviaire, qui suivent directement, à vue ou à la longue vue ou à la jumelle, les différentes ascensions de la face nord. Et c'est cela vraiment qui va participer à un grand retentissement de ces ascensions. Avant la tentative des Allemands et des Autrichiens, il y a aussi plusieurs autres tentatives dans cette face nord qui devient une scène de théâtre. Jusqu'où parviennent ces tentatives ? Oui, il y en a plusieurs dans les années 30, mais elles se soldent souvent par des échecs. 2 sont vraiment sérieuses. Tout d'abord celle de 34, où 3 alpinistes allemands atteignent à peu près 2900 mètres, mais il y en a un d'entre eux, Willy Beck, qui chute et qui meurt soudainement. Et puis celle de 35. Celle de 35, elle a un retentissement particulier parce que les 2 alpinistes qui viennent de Munich, donc Karl Mehringer et Max Zedelmeier, eux sont arrêtés à 3300 mètres, donc à peu près aux 2 tiers de la face, dans des conditions météorologiques effroyables. Et puis ils restent là. C'est-à-dire qu'ils meurent dans la face. Oui, et d'ailleurs de loin on ne voit plus qu'une statue figée, qui est repérée d'ailleurs le lendemain par un avion, et puis l'autre corps a disparu. Cela a vraiment un grand retentissement en Allemagne, par le biais notamment de la presse, et puis on appelle ce lieu le bivouac de la mort. C'est vraiment effroyable, c'est une scène de théâtre tragique qui devient réalité en fait. Complètement. Revenons au chemin de fer dont tu parlais tout à l'heure. C'est quoi ce tunnel qui débouche en plein milieu de la face ? Oui, le chemin de fer de la Jungfrau traverse de part en part l'Eiger. Il faut savoir que ce chemin de fer a été inauguré très tôt, en 1912. C'est d'ailleurs le plus haut d'Europe. Il relie la gare de la Petite Scheidegg à la station du col de la Jungfraujoch, qui est d'ailleurs située à 3463 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment une prouesse pour l'époque. On y trouve une petite station touristique et puis un petit centre de recherche météorologique. Et pour atteindre cette station, un tunnel a été percé dans l'Eiger. Ce qui fait notamment sa particularité, c'est une ouverture qui a été créée depuis le tunnel, dans la face nord, à environ 1860 mètres d'altitude. Et on trouve là une petite station ferroviaire, la station d'Egerwand, où les touristes peuvent s'avancer sur un balcon qui surplombe la face nord. Et là, ils se penchent au-dessus du vide, ils éprouvent quelques sensations et ils sentent un peu l'âpreté vraiment de cet environnement extrême. Et c'est vraiment cela qui participe une fois de plus à la renommée de la face, qui en même temps devient très accessible aux touristes qui peuvent s'y pencher, mais à la fois qui est complètement infranchissable pour la majorité des alpinistes. Et donc la conquête de la face nord devient à partir de là, avec tous ces ingrédients, l'objectif principal des alpinistes allemands et autrichiens. Exactement, particulièrement dans ce contexte des années 30 que nous avons évoqué. C'est vraiment l'objectif principal. Et puis d'ailleurs, il faut le dire quand même, Eddie Rainer et Willy Angerer, donc 2 des membres de l'ascension que nous venons de raconter, sont des membres des sections d'assaut. Sections d'assaut qui sont l'organisation paramilitaire du NSDAP, du parti nazi, et dont seront issus ensuite les SS, après l'épuration de la nuit des longs couteaux. Petit aparté historique. Revenons donc à cette ascension de 1936. Aubin, comment le drame de cette ascension, comment l'échec est vécu à l'époque ? Cette ascension, elle a un très très grand retentissement. Évidemment médiatique pour les raisons que nous avons évoquées avec les journalistes qui suivent en direct l'ascension depuis la station ferroviaire, mais précisément parce que sur les 4 disparus, l'un d'entre eux, Tony Kurz, reste littéralement suspendu à sa corde et il est visible à la jumelle depuis les alpages. Donc on a des photos également qui circulent. D'ailleurs, le gouvernement de Berne va même interdire les ascensions de l'Eiger en 1936. Et puis l'année suivante, les guides locaux sont relevés par le canton de leur obligation de porter secours aux alpinistes accidentés sur la paroi. La montagne renforce donc véritablement sa réputation de terrifiante, mais elle motive d'autant plus les alpinistes à venir la gravir. Le drame ne les dissuade pas du tout. Alors quand la face nord est-elle vaincue définitivement ? Finalement, la face nord est vaincue en 1938, donc 2 ans après, par les alpinistes allemands Worg et Eckmayer et par les Autrichiens Harrer et Kasparek.
Ils se réunissent à peu près aux 2/3 de la face. Harrer, précisons-le, qui a écrit un récit très documenté de l'ascension de 1936 qui s'appelle L'Araignée blanche et sur lequel on s'est appuyé pour raconter ce récit. Oui, et cette victoire, d'ailleurs, donc précisons-le, une victoire en 4 jours, a un très grand retentissement dans l'Allemagne nazie et plus largement dans l'Occident. En fait, le régime nazi voit vraiment le symbole de l'Anschluss, donc l'union de l'Allemagne et de l'Autriche, réalisé quelques mois plus tôt. Hitler lui-même reçoit les 4 alpinistes et les décore. Aujourd'hui, la face nord de l'Eiger reste réservée aux meilleurs alpinistes. Oui, et puis il y a différents itinéraires pour la gravir, à peu près une 30aine. Et puis, on peut le dire, la face nord a été gravie sous toutes ses coutures, en été comme en hiver, en solitaire ou non. Et les progrès des techniques de l'escalade permettent de la gravir beaucoup plus vite. Quel est le record de rapidité sur la face nord aujourd'hui ? Il est établi en 2015 par le Suisse Ulistek en 2h22 minutes. Ce qui est vraiment rien du tout comparé aux 4 jours de 1938, d'autant plus que Ulistek n'utilise pas de corde fixe. Mais la face nord reste toujours très réputée aujourd'hui. D'ailleurs, elle figure parmi les 3 fameux derniers problèmes des Alpes, selon l'expression d'Eckmayer, aux côtés des faces nord des Grandes Jorasses et du Cervin. Bon, rappelons-le que en tout, 70 alpinistes ont perdu la vie en tentant de gravir cette face. Merci Aubin. Merci Mayol. La conquête des Alpes est une série originale du Figaro, adaptée du livre La montagne se souvient de Mayol et Aubin-Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Coordination Haute-Cérès, production Lacmé, narration Salomé Boulet, prise de son Louis Chabin, réalisation et mixage Léo Westphal.